grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigika Foba. Le grand dialogue. Sommet sino-africain, défis et opportunités, c'est le thème du grand dialogue de ce soir. Le 9e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine s'est ouvert ce mardi en Chine. En prélude à ce forum de 3 jours, le Mali a signé avec la société chinoise Norenco un contrat d'équipement militaire incluant la formation, l'entraînement et le transfert de technologies dans certains domaines clés de la défense. En outre, le Mali et la Chine ont décidé de porter à un niveau plus élevé et stratégique leur coopération bilatérale. C'est ce qui ressort de l'audience accordée au chef de l'État par son homologue chinois. Quelle analyse des relations sino-africaines? Quel est le bilan de la politique chinoise au Mali? Quel avenir pour la coopération Chine-Afrique? On en parle dans ce grand dialogue avec nos invités. Cheikh Oumar Soumano, spécialiste en diplomatie, paix et gouvernance. Dr Abdoul Sogodogo, spécialiste en relations internationales. Et Dr Ngolo Diarra, enseignant-chercheur à l'Université de sciences juridiques et politiques de Bamako. À la présentation, je suis Mirana Kilomega, invité auditeurs, téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. La Chine accueille depuis lundi jusqu'au vendredi des dizaines de chefs d'États africains dans le cadre de la 9e édition du Forum de coopération Chine-Afrique. Pékin veut approfondir le lien avec une région où des importants prêts ont permis la construction d'innombrables infrastructures. Ngolo Diarra, quelle lecture faites-vous de ce Forum de la coopération sino-africaine? Ok, permettez-moi de remercier, cher professeur, Abdoul Sogodogo et remercier vraiment M. Soumano et son organisation Baromètre pour m'avoir décoré l'année passée en tant que Baromètre, et vous remercier vous aussi pour l'invitation. Et pour revenir à la question, il faut quand même reconnaître que la coopération est nécessaire parce que les États sont appelés à vivre ensemble, et l'Afrique est invitée à ce sommet. Il faut quand même noter que ce qui ressort, et il s'agit pour la Chine de continuer à parler de discours multipolaires pour dire qu'il n'y a pas vraiment un seul pôle, il y a les autres pôles qui cherchent à contrecarrer l'hégémonie des puissances occidentales. Et ensuite, du côté de Bamako, on parle effectivement de questions de droits de l'homme, la manipulation des droits de l'homme. Le président a rappelé également que le Mali adhère effectivement à la politique chinoise consistant vraiment à respecter les principes régissant les relations internationales, notamment non-recours à la force armée dans les relations internationales, non-ingérence dans les affaires intérieures de l'État et l'égalité souveraine des États. Alors, et que Bamako toujours remercie la Chine pour ce qui a été fait au moment de la conquête des régions, en tout cas sur le plan sécuritaire. D'accord. Pour Dr Ngolo Diarra, le Mali et la Chine s'accordent sur les principes de droits de l'homme et de non-ingérence dans les affaires politiques de pays concernés. Alors, Dr Sogodogo, quelle analyse faites-vous de ce sommet Chine-Afrique? Merci. Je vous remercie également toutes ces personnes qui nous suivent actuellement ce débat. Et aussi merci à mes co-débatteurs et merci à M. Tamanin de m'avoir donné encore une fois de plus l'occasion. Alors, le sommet Chine-Afrique, il faut l'inscrire dans le contexte d'un monde non seulement multipolaire, mais d'un monde de plus en plus intégré, qui laisse de plus en plus peu de place aux initiatives individuelles. Et cette mondialisation se construit de diverses façons. Vous avez les intégrations régionales, mais vous avez de plus en plus une collaboration forte entre les régions. Et chacune des grandes puissances a ses propres stratégies de nouer, d'intégrer un espace et de s'installer dans la durée. Et justement, la Chine avec les pays africains, ont initié ce sommet dans les années 2000
Mais 2000 ne marque pas la rencontre entre la Chine et l'Afrique. On peut dire que la rencontre entre l'Afrique et la Chine, dans les temps modernes, date de la conférence de Bandung de 1955. À ce sommet, les pays africains déjà à l'époque indépendants avaient les mêmes objectifs que la Chine, qui était la lutte pour l'indépendance de ces pays-là et une souveraineté véritable de la Chine de l'époque. Et depuis là, ces pays ont embrassé ensemble les destins communs, notamment leur affirmation sur la scène internationale. N'oublions pas que la Chine à l'époque cherchait à se faire reconnaître, je parle de la Chine centrale, et qui va bénéficier du soutien des pays africains de l'époque à l'Assemblée des Nations Unies. Et c'est cette relation qui a continué, qui a connu des mutations du soutien politique au soutien économique. Parce qu'entre-temps, la Chine a réussi à devenir une grande puissance économique. Pendant qu'elle démarchait les États africains pour l'appuyer à l'ONU, aujourd'hui, c'est les États africains qui démarchent la Chine pour que la Chine puisse effectivement investir en Afrique pour permettre à ces pays africains de pouvoir bénéficier du soutien de la Chine pour faire décoller leur économie. Et donc c'est pour dire que c'est une collaboration qui connaît une longue durée, qui approche bientôt le siècle et qui a encore de beaux jours devant lui. De beaux jours devant lui. En tout cas, c'est ce qu'estime Dr Abdoul Sogo-Dogo. Vous, en tant que spécialiste en diplomatie, est-ce que vous estimez que ce forum a vraiment des enjeux réels, ce sommet Chine-Afrique? Merci Imrana. Je ne vais pas revenir sur des remerciements faits par mes dévanciers. Donc déjà, je remercie Studio Tamani de nous donner l'opportunité de donner notre point de vue par rapport à ce qui se passe en Chine. Vous savez déjà, la première analyse qu'il faille faire, c'est de dire que la diplomatie économique et militaire vont prendre le pas sur la diplomatie politique. Pourquoi ? On le sait tous, une diplomatie en général, il y a plusieurs facettes, mais la plus importante entre rapport entre États, c'est la diplomatie politique qui est portée par le chef d'État et le ministre des Affaires étrangères. Mais de plus en plus, il y a d'autres diplomaties qui ont vu le jour maintenant qui, aujourd'hui, emboîtent le pas. Et même dépassent, pour ne pas dire dépassent de loin la diplomatie politique, c'est celle économique. Et je dirais, dans ce cas précis, c'est la diplomatie militaire et la diplomatie des affaires qui, aujourd'hui, ont droit de citer dans la mesure où il est indiqué dans la délégation conduite par le président Assimi, il y a une forte délégation des opérateurs économiques. Et qui connaît aujourd'hui l'enjeu du Mali pour la Chine? On prend les secteurs stratégiques des infrastructures aujourd'hui, la plupart des marchés sont exécutés par les Chinois, les entreprises chinoises. C'est extrêmement important. Donc vous estimez que ce forum est un outil diplomatique? Ça, c'est la première lecture que je fais. Maintenant, je vais apporter un bémol. Moi, je suis souvent frustré quand je vois un État face à un continent. C'est pour cela que je trouve toujours à redire sur des sommets, par exemple, Turquie-Afrique, des sommets, un État face à l'échelle d'un continent. Moi, je serais beaucoup plus à l'aise si c'était, par exemple, un sommet Mali-Chine. Pourquoi? Parce que on l'a fait par le passé. Vous savez, vous vous rappelez, il y a Ibeka qui, par le passé, avait mobilisé beaucoup de parties prenantes. Ils sont allés en Chine et il y a eu des annonces fortes qui ont été faites. Il avait même été en son temps accueilli comme un héros parce qu'il y avait eu 3 000 milliards qu'on aurait pu mobiliser et il y avait un certain nombre de secteurs stratégiques qui seraient accompagnés dans le financement par l'État chinois. Mais malheureusement, ça n'a pas été suivi d'effet. Donc moi, aujourd'hui, ce qui me dérange un peu, c'est de sortir de ce concept de sommet État face à un continent. Pourquoi? Parce que déjà, quand on prend juste notre continent, qui est le continent africain, nous n'avons pas les mêmes réalités. Vous avez l'Afrique du Nord, vous avez l'Afrique de l'Ouest, vous avez l'Afrique du Centre, vous avez l'Afrique du Sud. Nous n'avons pas les mêmes préoccupations. Donc il y a des obstacles. Pas qu'il y a des obstacles, mais on ne parlera pas le même langage. Parce que souvent, quand vous essayez de voir d'autres sommets qui se tiennent selon le même format, on va dire qu'il faudrait que l'Afrique parle le même langage. Moi, je vous prends un exemple. En général, j'ai la chance de participer à des forats qui parlent un peu de tout ce qui est question d'emploi, tout ce qui est question de travail. Par exemple, à la tribune des Nations Unies, au BIT à Genève. J'ai la chance, 2 ou 3 fois, je suis allé. Mais on a eu du mal, souvent,
entre États africains de parler le même langage pour s'accorder et s'attendre sur le choix des représentants pour parler de la même voix. Donc moi j'estime que, par contre, ce qui va être bien, et ça j'ai aimé, on a vu par exemple au-delà de tout, le président Assimi va aussi parler en tant que président de l'AES. C'est important. Et à ce niveau-là, vous avez vu, on a créé la confédération. Et quand on prend la configuration des compétences aujourd'hui qui ont été dévolues à l'entité confédérale, vous avez vu qu'il y a les compétences en termes de développement. Donc aujourd'hui, la confédération va se saisir des questions de développement, va se saisir des questions de militaires et sécuritaires. Et donc aujourd'hui, Assimi qui porte la casquette de président de l'AES, en plus d'être le président du Mali, quand bien même que le président du Burkina soit absent, mais aujourd'hui, il va parler au nom de l'ensemble de la zone de l'AES. Donc ça, c'est extrêmement important. Mais cela m'amène à dire qu'il faudrait qu'on travaille désormais à ce qu'il y ait une coopération beaucoup plus décentralisée et qu'on sorte de ce concept, parce que pour moi, je veux voir ça démouvoir. C'est comme si, quelque part, il y a une espèce d'hégémonie de cette puissance qui se fait à l'endroit des pays africains. D'accord. Diarra, est-ce que vous estimez que ce forum peut-il constituer un cadre susceptible d'aider les pays africains à relever les multiples défis auxquels ils sont confrontés? Oui, tout à fait. En réalité, quand on part au sommet, on apprend des choses. La Chine, elle vient de loin. La Chine a mené depuis la conquête de Manchukuo par le Japon, la Mandchourie. La Chine était dans des difficultés, mais elle est arrivée à relever les défis. Ce modèle, les pays africains peuvent s'inspirer de ce modèle et voir ce qu'il y a dedans. Et ensuite, la Chine avance qu'il faut gagner la guerre sans pourtant faire des victimes. Ce que Mao Tse-tung disait, la guerre est une politique avec effusion des sangs et la politique est une guerre sans effusion des sangs. Ça, c'est des modèles qui peuvent peut-être prendre ça. L'Afrique aussi a besoin vraiment de la technologie, l'Afrique a besoin de l'industrie, l'énergie, tout cela. Et Soumano a fait mention de cela en pensant qu'effectivement ces pays pourront s'inspirer du modèle économique de la Chine. En plus de cela... mais Soumano n'est pas très à l'aise, notamment avec ce sommet, un pays contre un continent. Il préfère plutôt de pays en pays, comme il a pris l'exemple sur le cas que Ibeka a avancé, mais qui malheureusement n'avait pas abouti de La faire. remarque est pertinente parce qu'il y a beaucoup d'observateurs en réalité comme lui qui ne sont pas d'accord avec ça. Mais ces puissances veulent l'affirmation de leur puissance en réalité. Donc c'est la rivalité entre l'autre côté de l'hémisphère nord, les Occidentaux, et de l'autre côté les Russes et les Chinois. Et il y a l'organisation de coopération de Shanghai, la Chine est dedans, évidemment la Russie, l'Inde est dedans. Et avec la guerre en Ukraine, vous avez vu, la Chine a invité la Russie à négocier cette guerre, l'Inde aussi a fait la même chose, la Russie a fait son sommet, il s'approche aux pays africains et puis la Chine aussi. Voilà, donc c'est un peu ça. Il y a des mutations en cours, comme le professeur a fait aussi mention, cette mutation. Alors, donc ça se joue comme ça. Donc, mais l'Afrique peut partir, écouter, voir, s'emparer de beaucoup de choses. Et la Chine a joué un rôle important pour la question de défense au Mali. En 2020, après le changement anticonstitutionnel, c'était dur. En 2021, quand Paris a décidé de partir, c'était encore très grave. On ne savait pas que faire, mais on était arrivé à des conclusions qu'il fallait mettre sur l'axe Bamako-Moscou, mais axe Bamako-Pékin. Et Pékin aussi a répondu favorablement en apportant des armes, voilà, donc en facilitant également la formation de nos militaires. L'état-major ne va pas dire le contraire. Je profite de l'occasion d'ailleurs pour saluer le général Diarra dans ce contexte qui travaillait et préparait cette armée, faire en même temps la guerre, sans oublier les chefs d'état-major. Je fais allusion à Louboy Diarra, le chef d'état-major de l'armée de l'air. Tous ceux-ci sont mobilisés pour des questions de sécurité. Alors, nous allons parler des questions de sécurité tout à l'heure, mais comment, selon vous, l'influence de la Chine s'accroît en Afrique? Docteur Sogodogo disait tout à l'heure qu'auparavant, à l'époque, c'était la Chine qui avait besoin des pays africains. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ouais, tout à fait. Je dis, la Chine vient de loin. La Chine vient très loin. La Chine a son droit de veto, et ça, c'est
déjà un atout, et vous avez vu que la Chine a utilisé son droit de veto pour aider le Mali à contourner ces sanctions de la CEDEAO pour que ça n'arrive pas au niveau universel, au niveau de l'Organisation des Nations Unies. Il y a tout ça. La Chine, il y a le combat économique, elle est présente pratiquement dans tous les domaines, des questions minières et d'autres questions d'infrastructures, construire les routes, les ponts, etc., etc. Donc la Chine est beaucoup présente en Afrique, et sa coopération peut être bénéfique pour les États africains qui veulent s'émanciper. D'accord. Docteur Sogodogo, comment selon vous Pékin veut étendre son influence sur le continent africain? Bon, est-ce que... Oui, c'est une façon de dire, mais est-ce que Pékin même appelle ça étendre son influence sur l'Afrique? Ça, c'est une approche assez réaliste. Je regarde d'une autre façon, en fait. Je pense que la Chine s'inscrit peut-être dans une approche beaucoup plus constructiviste, qui est il s'identifie aux pays africains, considérant que on a cette identité de pays qualifiés à un certain moment donné de l'histoire de pays en voie de développement, ou encore de pays dominés. Et ce sont sur ces identités-là, et d'ailleurs même la Chine continue à se considérer comme étant de cette catégorie d'États. C'est pourquoi je dis que depuis la conférence de Bandung, la Chine ne s'est plus jamais éloignée des États africains, parce qu'ils portaient tout ce rêve d'avoir une indépendance véritable. Cette indépendance véritable devrait se traduire au-delà du politique sur le plan économique. Et c'est pour cela que la Chine était très engagée dans ce qu'on a appelé à l'époque le nouvel ordre économique international. Alors, si ce nouvel ordre économique international reste un débat, mais qui a perdu beaucoup de saveur, mais quoi qu'il en soit, la Chine reste dans cette logique qu'il y a un monde multipolaire, que le monde est divers. Voyez-vous, chacun a sa façon de voir un certain nombre de questions, comment se gouverner, comment collaborer avec d'autres États, et qu'il faut qu'on reconnaisse à chaque État cette liberté de se construire, de se développer tel qu'il le sent. Et donc, ça veut dire qu'il est très attaché au principe de souveraineté des États. Et c'est ça la demande première des États africains sur la scène internationale aujourd'hui, pouvoir déployer les politiques qu'ils veulent, pouvoir gouverner en interne comme ils le veulent, et pour pouvoir faire leur propre choix de stratégie de développement. Et je pense que c'est sur ces questions-là que la Chine et les pays africains se retrouvent et décident effectivement de collaborer. Alors, d'un autre côté, c'est vrai que tous les États dits industrialisés, c'est le terme que je préfère au lieu de pays en voie de développement, parce que chaque État travaille à son propre développement, même ceux qui sont développés, parce que le développement n'est pas une équation linéaire en fait. Donc, je pourrais préférer l'expression de pays les plus industrialisés peut-être. Quand on regarde comme ça, tous ces pays sont intéressés par l'Afrique parce que ce sont des pays-là qui n'ont pas encore la technologie et le capital parfois pour exploiter leurs propres ressources. Et donc, ceux qui ont ces moyens viennent vers l'Afrique. Et donc, les pays dits de l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique viennent tous vers l'Afrique, tout comme la Chine. Et donc, je pense que là, c'est une compétition qui est engagée entre ces États. Mais de la même façon, c'est aux pays africains d'être suffisamment conscients de leurs intérêts, et je crois que c'est aujourd'hui le cas. Oui, nous allons parler de cette compétitivité des pays européens en Afrique, mais je mets entre guillemets les mots de Soumano, ce sommet qui est un outil diplomatique, peut-il être un acquis pour le Mali? Je vous disais tout à l'heure que si on s'inscrit dans une approche constructiviste, ça veut dire que rien n'est figé. Tout se construit et se défait selon la vision, les intérêts des acteurs, c'est tout. C'est-à-dire que le monde n'est pas quelque chose où voilà, il y a des rapports de domination à dominer et qui est prédéterminé, qui est défini. Non. On l'a dit tout à l'heure, la Chine était considérée comme un pays voilà, en voie de développement, etc. Donc c'est pour dire que ce sommet lui-même peut prendre différentes formes. On a vu avec d'autres pays, les sommets se tenaient toujours dans d'autres continents, mais le sommet Chine-Afrique, alors, quand même, ça s'est tenu en Afrique du Sud, ça s'est tenu, je crois, au Sénégal, non? Voilà. Donc, c'est pour dire que, voilà, c'est pour dire que ce sommet-là va connaître encore des mutations, parce que ça va être ce que les acteurs auraient voulu.
Et donc, c'est de plus en plus aux États africains de se donner les ressources qu'il faut, les capacités qu'il faut pour justement mettre en avant leurs propres intérêts. Et je disais que aujourd'hui, l'Afrique a besoin de financements importants, ce que j'appelle les infrastructures de développement. Vous imaginez rallier toutes les grandes villes aujourd'hui du Mali par le chemin de fer, par des autoroutes. Ça demande des milliards et des milliards de dollars. Et donc, quel est ce pays? Quelle est cette institution qui va vous donner de tels montants? Les structures, l'équipement aujourd'hui militaire. Nous sommes un pays qui n'a pas encore son complexe militaro-industriel. C'est un gros marché. Quel est ce pays qui va t'accompagner dans ce genre d'initiative? Nous sommes un pays en crise énergétique. Quel est ce pays qui va t'accompagner en matière d'autonomisation et de souveraineté, en matière d'électricité? Nous sommes un pays qui a des besoins en termes de numérique. Nous ne contrôlons pas ces réseaux sociaux, Internet, tout ça. Et donc, ça veut dire qu'il y a tellement de gros investissements. Nous sommes des pays qui doivent aller justement à la recherche d'appui là où nous pouvons le trouver. Et je pense que c'est ça la clé, quelque part, de la diplomatie moderne. Elle est plus orientée sur les questions d'économie et de commerce que sur des questions typiquement politiques et juridiques. D'accord. Soumano, quand le président chinois dit, je cite, « Je propose de porter à un niveau plus élevé, stratégique, notre coopération bilatérale », concrètement, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors, déjà, je sais si vous avez vu, aujourd'hui, la Chine n'est pas en train de chercher à conquérir le Mali ou les pays africains. La Chine est en train de conforter sa position. Je vais dire pourquoi. Imaginez quels sont les secteurs dans lesquels les opérateurs économiques chinois sont. Citons-les. C'est les secteurs clés de l'économie malienne, les infrastructures, les mines, la restauration, le commerce. Voilà essentiellement les secteurs dans lesquels on retrouve les opérateurs économiques chinois. C'est pareil pour les autres pays de la sous-région. Si vous allez au Sénégal, c'est à peu près les mêmes secteurs dans lesquels vous retrouvez justement les Chinois. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un moment donné, il y a eu beaucoup de cadres maliens qui ont été formés en Chine. Mais après, il y a eu combien de temps il n'y avait plus de bourses d'études pour former les étudiants maliens. Mais après, il y a eu une vague où certains sont allés faire leur doctorat, donc 3e cycle. Mais après, l'approche que j'ai aimée chez les Chinois, c'est qu'on a ouvert la visite du pays à beaucoup de corporations. Il y avait une vague de journalistes qui séjournaient en Chine et on leur apprenait l'histoire, on leur expliquait comment la Chine est parvenue à se développer et avec pratiquement tous ses rivaux. Donc, il y avait d'abord une vague de journalistes. C'était gratuit. On offrait des voyages d'affaires comme ça, gratuitement, qui étaient pris en charge par la Chine. Ensuite, on s'est intéressé à des cadres dans des secteurs où on veut venir. Et après, la seconde technique, ça a été quoi? C'était de pouvoir développer la langue chinoise. Aujourd'hui, vous trouverez beaucoup de Maliens, pas seulement ceux qui ont étudié en Chine ou qui ont eu des rapports de stage en Chine, mais qui ont travaillé avec des Chinois et qui parlent le chinois. Moi, j'en ai dans mon organisation qui exécute, qui sous-traite des marchés avec des Chinois, mais qui, à force de travailler avec eux, parlent dans leur langue. Ça, c'est extrêmement important. Et vous trouverez également des Chinois qui parlent le bambara. Donc, il y a eu cette interpénétration. Maintenant, si le président chinois s'exprime en ces termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà, nous sommes là, il faut qu'on passe. Mais le hic, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, si on prend le domaine des infrastructures, vous savez, le Mali est en train d'opter pour le système des PPP. Vous allez comprendre pourquoi il dit qu'il faut porter. Les PPP, partenariat public-privé. Ça veut dire quoi? L'État veut réaliser des infrastructures. Donc, c'est quand même aussi de la diplomatie économique. Donc, l'État veut réaliser des infrastructures. L'État n'a pas tout de suite les moyens, mais l'État fait appel à un privé international qui vient, qui réalise, qui exploite et ensuite, il retourne l'ouvrage à l'État. C'est ce concept que le Mali veut développer depuis 2016 à travers une loi qui a été votée dans ce sens. Mais on s'est rendu compte que les opérateurs chinois, les entreprises chinoises, pour ne pas dire des mastodontes chinoises qui sont au Mali et qui sont dans les secteurs, dans le domaine des infrastructures, ne sont pas intéressés par les PPP. Pour la simple ou bonne raison que si vous regardez aujourd'hui le système de mise en œuvre des PPP, je ne sais pas pourquoi, elles ne sont pas intéressées, mais ça ne les intéresse pas. Mais par contre, elles sont intéressées par les marchés publics. Parce qu'il y a une différence entre les PPP et les marchés publics. Ça porte sur le même objet. Sauf que quand vous êtes dans le système de marché public, c'est l'État qui paye. Donc les Chinois
les opérateurs chinois disent, donnez-moi juste le marché, le reste du financement, nous, on va faire le préfinancement. Si on a le marché ici en bonne et due forme, on peut mobiliser des ressources, on fait le travail et après, le trésor public peut nous payer. Alors que dans l'autre sens, c'est le contraire. Maintenant, ce que je vais dire, c'est pour tout simplement dire, aujourd'hui, travaillons à ce que là où nos entreprises sont, il faut les aider. Parce qu'il y a un problème. C'est l'industrie aujourd'hui et la société, les mines qui intéressent la Chine. Moi, je pourrais vous le dire pourquoi. Parce qu'au départ, ce n'était pas dans ces secteurs qu'on les retrouvait. Et quand on les retrouvait, ils ne respectaient pas les normes. Vous avez vu combien de ressortissants de la Chine que les descentes sur des champs miniers, ce que ça a donné. Vous avez vu certainement les images. Mais maintenant, quand on s'est rendu compte que c'est un secteur porteur, peut-être les opérateurs chinois ont une chance que certainement les autres opérateurs de d'autres pays n'ont pas, c'est qu'ils sont soutenus à l'extérieur par leur État. Et c'est pour cela qu'il y a même une banque qui est dédiée au financement de toutes les actions qu'ils pourraient déployer au niveau des pays dans lesquels ils sont. D'accord. Vous avez dit que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, va parler au nom de la Confédération, à l'absence du président de Burkina Faso. Il y a le président du Niger, il serait donc un figurant. Concrètement, qu'est-ce que Assimi va défendre qui va à l'intérêt de ces trois pays de la Confédération des États du Sahel? Vous savez, aujourd'hui, le fait que Assimi parle au nom et que de façon incontestée et incontestable, les autres sont d'accord, c'est que c'est un monsieur qui a un grand leadership. Il a porté la voix de cette révolution qui est tant prônée ou qui est tant saluée, je dirais, par la communauté internationale. Et aujourd'hui, tout le monde sait que c'est un monsieur qui, aujourd'hui, a vu tout ce qui s'est passé au Nord. Il est resté là-bas pendant de nombreuses années et il a vu ce qui s'est passé. Donc maintenant, le fait de lui donner blanc-seing, d'abord de lui donner la possibilité d'ailleurs, le mandat d'être président, mais également de lui donner le blanc-seing de parler au nom des États de la Confédération de l'AES, ça c'est déjà une marque de confiance. Et vous savez, chaque fois que je vois si les trois avaient été là, peut-être que, comme vous le savez, il y aurait eu peut-être des commentaires, je ne sais pas trop. C'est la même chose quand le président burkinabé le président sénégalais était arrivé dans la zone de l'AES. Il a fait le Mali, il est allé au Burkina, il n'est pas allé au Niger. Souvent, ça a échappé aux gens. Mais est-ce que c'était anodin, le fait de ne pas aller dans les trois pays en même temps? Je ne sais pas trop, mais moi, personnellement, ça m'a tiqué. Et le fait que le président burkinabé ne soit pas là, il s'est dit, ben voilà, le président du Mali, qui est notre président, va porter ma voix. Et comme on l'a dit, le ministre de la Défense accompagne le président. Donc il y a aussi une connaissance forte, justement, des enjeux sécuritaires, de tout ce qui se passe, parce que le Mali, quand même, avec l'épisode de Tezawanten, vous avez vu comment, avec professionnalisme, les FAMA ont pu régler cette affaire sans faire bruit parce qu'il y avait beaucoup de flou, mais à un certain moment donné, tout le monde a compris que les FAMA ont repris le dessus sans crier gare. Et ça, c'est vraiment le professionnalisme. Donc je pense que les questions sont claires. Maintenant, après, j'ai entendu aussi quelques commentaires de quelques analystes parler du fait qu'il y a des contrats qui ont été signés. Le ministre même est revenu là-dessus. Donc je pense que tout ça, c'est apporté au crédit de Nous allons parler de ce contrat. Nous allons parler de ce contrat-là tout à l'heure. Diarra, quel usage doit-on faire de ce type de forum pour qu'il soit profitable pour l'Afrique, particulièrement pour la Confédération de l'AES? Évidemment, d'abord, c'est de prendre l'exemple sur la Chine. C'est de prendre l'exemple sur la Chine. Et également, la Chine et l'Afrique étaient toujours ensemble parce que c'est des pays qui sont partis dans les mêmes difficultés. Et le professeur a mis l'accent sur la conférence de Bandung de 1955 quand les blocs s'étaient nés en 1947 avec le plan Marshall. Alors, il fallait travailler les pays de l'Asie et de l'Afrique, il fallait travailler pour être indépendant de ces blocs. Alors, il y avait Chou Enlai de Chine, le gouvernement de M. Chou Enlai, il y avait Nuru d'Inde, il y avait Gamal Abdel Nasser d'Afrique. Alors, quand la Chine parle de la coopération, ça doit permettre aux États africains de dire attention, alors si c'est de coopération entre l'Afrique et l'autre, il faut travailler sur l'Union africaine. Il faut en faire que ça soit une Union africaine, il faut développer les idées panafricanistes et faire une organisation peut-être régionale à vocation militaire comme l'organisation de coopération de Chiang
Shanghai, comme l'Organisation des traités nord-atlantiques, l'Afrique quand même doit se réaliser en prenant l'exemple sur les autres pays. Alors, au-delà de ça, pour les pays de l'AES, l'article 4 du traité est très clair de cela. Ces pays coopèrent ensemble dans le domaine de la diplomatie et dans d'autres domaines. Alors, donc, voilà, développement et défense. Et si Bamako est là-bas et que Ouara n'est pas là, et que si Niamey est là-bas et que Bamako n'est pas là-bas, donc les pays peuvent porter la voix des uns des autres. Pourquoi c'est toujours l'Afrique qu'on appelle à la table, sommet France-Afrique, sommet Russe-Afrique? Et aujourd'hui, sommet Chine-Afrique, ce changement de partenariat apporte quoi à l'Afrique? Il y a un problème. Ces pays, ces puissances sont à la recherche de l'affirmation de leur puissance en ce qu'on a appelé l'espace vital, le Lebensraum. Parce que le président Obama avait souligné que l'Afrique était un continent vierge et qu'il faut explorer encore. Donc il faut chercher ces matières premières. Alors que faire? Il faut pactiser avec les pays africains pour se positionner et ne pas laisser cette importante richesse tomber dans les mains d'une puissance. La Russie en a tenté, qu'elle est présente dans les États de l'AES. De l'autre côté de l'hémisphère nord, les Occidentaux ça se développent avec d'autres pays, certains pays de la CEDEAO. Et c'est récent avec le cas de l'Ukraine et puis ce qui s'est passé à Tezawaten. Et puis évidemment, quand vous voyez que les Américains, Niamey a demandé à l'Africom de quitter, ils ont pris leurs clics et leurs claques, d'autres sont stationnés en Algérie, d'autres sont partis à Stuttgart en Allemagne, alors que 4 officiers maliens sont sanctionnés par les Américains. C'est pourquoi, pour des questions de droits de l'homme, ce qui s'est passé dès pour le cas de Moura, des autres parce qu'ils ont été, entre guillemets, parrains de la Russie ici, qualifiés par d'autres de Wagner. Alors qu'il fallait travailler sur tout ça pour trouver un espace vital. C'est comme ça. La Chine est à la recherche de cela, en cherchant, en renforçant sa position. C'est de là qu'il s'agit. C'est pas dire que nous aimons les Africains et puis il faut ça. Non, c'est pas forcément ça. Mais l'Afrique est-elle consciente de son potentiel économique? Évidemment, la prise de conscience est là. Les voix qui sont là ne sont pas écoutées. C'est ça le problème. Beaucoup ont laissé leur vie dans ça. Le colonel Kadhafi est parti dans ces situations difficiles. Gamal Abdel Nasser, en son temps, qui est leader du colonel Kadhafi, on cherchait à l'éliminer. Et tous ceux qui travaillent dans ce sens pour une Union africaine forte sont appelés à être liquidés. Bon, ça, comme le dit Kala Soufer dans sa conception géopolitique, tout État doit avoir une vocation expansionniste. Tout État doit chercher à s'étendre son influence dans d'autres pays, sinon cet État est appelé à vouer à l'échec. Alors donc c'est des principes géopolitiques qui sont là, mais c'est à l'Afrique de toucher à ses intelligents et mobiliser effectivement ses forces et pour s'imposer. Mais la lutte contre l'impérialisme et le néocolonialisme aigu, on ne peut pas gagner individuellement. C'est pourquoi on va donner raison à M. Soumano qu'il fallait travailler dans ce sens-là, à ce que l'Afrique soit forte. Que l'Afrique soit forte et que les pays, il ne faut pas que le continent, un continent est appelé à être géré, bon, entre guillemets, est appelé par une puissance pour parler de tout ça. C'est très difficile. Vous avez vu quand le président Goïta a dit quelque chose en disant que voilà, ils ne veulent pas l'instrumentalisation des droits de l'homme à des fins néocolonialistes. C'est pour dire que la Chine a été victime de cela. On dit que la Chine, c'est une république qui ne respecte pas les droits humains, etc. Donc il y a en tout cas un lien qui est là. Il faut travailler sur ces liens et pour que l'Afrique soit unie et faire face vraiment à toutes ces questions géopolitiques agressives. Docteur Sogodogo, pourquoi ces pays appelés grandes puissances courtisent l'Afrique? Ces pays qu'on appelle aujourd'hui les grandes puissances, qui sont des pays très industrialisés, naturellement ont des besoins. Ces besoins, quand vous dites industrie, ça veut dire qu'il faut approvisionner l'industrie en matières premières. Vous avez des pays qui ont plus de 20
centrales nucléaires, mais pourtant qui n'ont pas ce minéral-là dans leur sol, sur leur sol. Donc il va falloir qu'ils aillent le chercher ailleurs. Vous avez des pays qui ont des entreprises qui sont spécialisées dans la commercialisation de ces produits-là. Mais il faut les trouver ailleurs. Donc les besoins énergétiques et même d'autres types de matières premières font que ces pays partent le chercher là où ils peuvent les avoir. Donc, mais aussi, quand vous produisez des biens, il faut les écouler quelque part. J'imagine si Toyota devrait écouler toutes ses voitures Toyota au Japon, l'usine aurait fermé pendant des années déjà. Mais est-ce que les entreprises maliennes profitent-elles de ce sommet? J'en arrive, c'est pour dire que, en fait, les pays qui sont moins industrialisés et qui ont effectivement de la matière première en grande quantité vont être, n'est-ce pas, des objets de convoitise. Comme je le disais, c'est à ces pays-là d'être conscients effectivement de leur potentiel et je pense que c'est vraiment le cas en Afrique. Les pays africains savent qu'est-ce qu'ils ont comme atout et c'est à eux d'entrer en interaction avec d'autres qui ont le capital et les moyens de production pour pouvoir bénéficier de ce potentiel-là. D'abord, travailler au transfert de capitaux, c'est-à-dire de transfert qu'on appelle généralement de savoir, de connaissances, etc. C'est ce que la Chine, quelque part aussi, a fait à un moment donné. La Chine a accepté d'être en interaction avec les puissances européennes, américaines, etc., pour délocaliser chez elles déjà les industries. Et il y a eu ce transfert fait vers la Chine qui a permis à la Chine de s'approprier maintenant. Et la Chine a arrêté de reproduire les brevets, d'acheter de les reproduire, mais même prendre ce qu'on appelle aujourd'hui le devant. Aujourd'hui, c'est la Chine qui a développé le 5G. Et voilà, d'autres puissances ont du mal encore à développer cette technologie de télécommunication. Et donc, je pense que j'ai eu la chance de voir ça de près, parce que j'ai eu la chance d'aller faire ma thèse en Chine. Donc, j'ai vu ça de près. Mais concrètement, qu'est-ce que nos entreprises peuvent offrir en contrepartie aux autres entreprises? Je pense que ce qui est en train de se faire, ces sommets, c'est l'espace de mise en lien des entrepreneurs maliens avec les entrepreneurs chinois, des entrepreneurs africains. Ce n'est même pas seulement la Chine, mais c'est une mise en... C'est-à-dire, c'est une sorte de co-construction, à mon avis. Je peux bien me tromper, mais je vois qu'il y a une co-construction. Donc, cette mise en lien qui se fait à travers ces sommets, ces hommes d'affaires maliens, chinois ou d'autres pays africains qui se rencontrent, ils peuvent voir qu'est-ce que nous pouvons développer ensemble. Par exemple, je prends un exemple tout bête. Les Maliens sont de plus en plus intéressés par le panneau solaire. Et vous avez des entreprises chinoises qui mettent cette technologie et qui le produisent. Pourquoi un entrepreneur malien ne chercherait pas à jumeler avec une entreprise chinoise et produire des panneaux au Mali, puisqu'il me semble que les matières premières sont au Mali. Les batteries, j'ai entendu que c'est une entreprise chinoise qui s'installe à Boukouni pour produire un produit qui permet de faire les batteries en lithium. Pourquoi des entreprises maliennes ne peuvent pas être intégrées dans ce processus-là, s'en approprier pour devenir aujourd'hui, dans l'avenir, de grands industriels dans ce domaine aussi, et pour pouvoir desservir toute l'Afrique. Il nous reste 4 minutes pour parler du contrat de désarmement signé entre le Mali, mais avant, nos entreprises sont-elles en mesure d'être en compétition avec les autres entreprises chinoises? Merci bien. Cette fois-ci, je vais enfiler ma casquette de président de l'organisation des jeunes patrons pour pouvoir vous dire, parce que vous savez, aujourd'hui, je suis quand même frustré aujourd'hui de voir qu'il n'y a pas de jeunes patrons dans la délégation des investisseurs maliens qui accompagnent le président. J'aimerais bien savoir sur quelle base on a emmené des investisseurs. Ils ont été choisis comment? Parce qu'on pouvait mettre un quota pour les jeunes patrons. Nous, on revient des États-Unis, où on a créé nous-mêmes notre lien. Après, on va aller en Turquie, on est en train d'aller dans d'autres pays. On a fait d'autres pays également, la Suisse, l'Allemagne, etc. Mais aujourd'hui, ce qui est important, faire des affaires avec la Chine, il faut comprendre la mentalité chinoise. Et c'est difficile d'accéder au marché chinois sans que tu sois soutenu par l'État. Moi, je le sais parce que j'ai tenté à travers la création d'un pavillon. Et malheureusement, il faut le soutien de l'État. Donc c'est pour cela que c'était une bonne occasion que des jeunes patrons soient dans la délégation du président Yassimi pour pouvoir parler de ça. Mais maintenant, pour revenir très rapidement, je voudrais quand même faire un bémol. Vous savez, toutes ces puissances, effectivement, ont tenté à un moment donné d'instaurer ce que la Chine est en train de faire. Vous avez le sommet France-Afrique, vous avez le sommet Russie-Afrique, vous avez le sommet Italie-Afrique, vous avez
les États-Unis qui l'ont fait une fois mais qui ne l'ont pas réédité. Le seul pays parmi les G7 qui n'a jamais fait de sommet État face à un continent, c'est le Canada. À part ça, tous les autres l'ont fait. Et l'Angleterre aussi. Donc je mets un bémol. L'Angleterre et le Canada n'ont jamais invité l'Afrique pour discuter avec eux. Par contre, vous avez l'Italie qui l'a eu à faire, vous avez la France qui le fait tout le temps, vous avez les États-Unis qui l'ont fait une fois. Donc c'est juste pour dire qu'il faut qu'on sorte de ça. Fait en Afrique du Sud. Voilà, en Afrique, il faut qu'on sorte de ça et qu'on ne soit plus dans une logique continent-État. D'accord. Qu'aussi puissant soit-il. D'accord. Voilà. Vous gardez la parole, mais en attendant, on va écouter ce reportage-là. Le Mali venait de signer avec la société chinoise Norenco un contrat d'armement d'équipement militaire incluant la formation, l'entraînement et le transfert de technologies dans certains domaines clés de la défense. Reportage de Mouni Sendebou. La première convention signée avec la société chinoise de fabrication d'armement Norenco porte sur l'acquisition de nouveaux équipements militaires. Ce contrat signé ce 2 septembre prend en compte la formation, l'entraînement et le transfert de technologies dans des domaines clés de la défense. Au cours de la même journée du lundi, le président de la transition a rencontré le chef de l'État chinois. Les deux dirigeants se sont engagés à améliorer la coopération bilatérale et la rendre plus efficace pour le bien des peuples des deux pays. Le colonel Goïta a aussi reçu en audience deux sociétés chinoises. La première, dénommée Gangfang, opère dans le domaine du lithium, de l'extraction et du traitement des minéraux. Il a été question de l'avancement du projet de lithium de Goulamina dans la région de Bougouni, signé le 16 mai 2024 entre les deux pays. Wankang est la seconde société reçue en audience par le président. Avec cette dernière, ce sont des questions d'investissement dans le domaine du ciment, la céramique ainsi que la production de fer qui étaient sur la table. Une fois mis en place, ces investissements pourraient favoriser la création de plus de 3000 emplois permanents, indique une note de la présidence. Peut-on dire que ce sommet en cours est déjà un acquis positif pour le Mali? Oui, sauf que moi, j'aurais voulu que ça soit signé par des opérateurs maliens. Parce qu'aujourd'hui, l'État crée des conditions d'éclosion d'entreprises économiquement viables et socialement. Donc c'est bien, il faut que derrière, le secteur privé malien prenne la relève plutôt. Parce que c'est de là où il y aura création d'emplois. C'est dans ça qu'il y aura création de richesses. Parce que ces entreprises vont payer des impôts à l'État. On a dit tout à l'heure que ces entreprises vont créer plus de 3000 emplois. Oui, oui, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit, il faut qu'il y ait des entreprises maliennes qui soient aussi positionnées. Et pas seulement que les affaires se fassent entre les entreprises chinoises et l'État. Parce que moi, je ne voudrais pas de contrat comme ça. Je veux qu'au moins, il y ait une espèce de sous-traitance ou en tout cas de copartenariat avec des entreprises maliennes. Vous venez de écouter ce reportage. Estimez-vous que le Mali est en bonne voie dans ce forum-là? Oui, évidemment, il y a les rapports transnationaux et la question des entreprises, l'exploitation du sous-sol. Alors l'accent quand même, je mets l'accent sur le fait que le pays gagne et que ça se profite et que les populations voient cela dans leur quotidien. Il faut le développement du niveau de vie des populations. Mais en ce qui concerne l'entrepreneuriat de violence, de questions d'armement, autre chose, ça c'est État à État. C'est très bien. À un moment donné, il y avait trop de difficultés, il y avait des éléments juridiques qui faisaient qu'il y avait d'embargo sur les armes, mais on ne parle plus de cela. Si Bamako et Pékin arrivent à négocier ces questions d'armement, le Mali en a besoin pour affirmer sa souveraineté sur ces territoires et ensuite voir ce qu'il faut pour le contrôle des matières premières. Le Mali a signé avec cette société de fabrication d'armement. Qu'est-ce que cette société peut-elle apporter au Mali que la Russie n'a pas apporté en termes de défense et de lutte contre le terrorisme? Ce n'est pas la comparaison à mon avis, c'est le Mali traite avec tous ses différents partenaires, tout ce qu'il peut avoir et qui rentre dans le cadre de son plan stratégique de défense et de développement. Et je pense que la Chine a un projet pour l'Afrique, pour le monde de façon générale, qui est One Road, One Belt, la route de la soie. Et je pense que c'est une occasion pour beaucoup de pays africains comme le Mali de le saisir pour pouvoir bénéficier du financement que la Chine verse dans le cadre de ces projets pour que nous-mêmes nous puissions effectivement faire décoller le monde de l'industrie et des activités économiques de nos pays.
D'accord. Nous avons beaucoup de choses à dire, mais le temps ne nous permet pas de continuer dans ce débat. Nous allons devoir remettre l'antenne à nos radios partenaires et télévisions partenaires. Merci à nos invités. Nous parlons du sommet sino-africain, défis et opportunités. Et nous étions avec Cheikh Oumar Soumano, spécialiste en diplomatie, paix et gouvernance, Dr Abdoul Sogodogo, spécialiste en relations internationales, et Dr Ngolo Diarra, enseignant-chercheur à l'Université de sciences juridiques et politiques de Bamako. À la régie vidéo et son, Gagny Kanté et Fili Dambélé. Ce débat vous a été présenté par Imran Akilomaïga. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.